Avoir des idées c'est bien, mais en avoir, c'est pas encore avoir une histoire. Bonjour à toi, je suis Siaya, auteure de fantasy et conseillère pédagogique. Ici on parle aussi bien d'écriture de romans, de storytelling que de techniques psychologiques pour aller au bout de ses projets. Sur cette chaîne, je te donne des conseils pour que toi aussi tu puisses arriver au bout de tes projets de romans avec imagination et surtout beaucoup de bienveillance parce que au final les conseils que je te donne c'est ma méthode qui fonctionne pour moi et mon objectif c'est de t'aider à toi développer les méthodes qui fonctionnent pour toi et ce sera pas toujours les mêmes. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Si tu n'as pas vu la première, je la mettrai en description pour que tu puisses rattraper ce qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer à faire évoluer notre petite idée de départ vers une histoire concrète et on va s'appuyer pour ça sur un autre concept du storytelling qui est extrêmement important, à savoir la structure en 3 actes. Donc pour rappel, la semaine dernière, on a vu comment créer du conflit et choisir une voie narrative et donc comme je le disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur la structure en 3 actes. Donc c'est vraiment un concept de base en storytelling, mais on va essayer de le détailler le plus possible pour que ça paraisse un peu moins impressionnant. Et comme je vous l'avais promis la semaine dernière, on va faire ça en reprenant notre idée bizarre de Sherlock dans l'espace et Watson en cyborg. Cette vidéo sera découpée en 4 parties. Dans la première, je vais te lire ce que j'ai écrit à partir de notre idée de Sherlock dans l'espace. Donc c'est une petite introduction qui présente les conflits et les tensions ainsi que la voie narrative que j'ai choisie. Et si tu veux, tu peux essayer de faire le même exercice que moi, ça pourrait être rigolo de comparer nos différentes idées. Puis dans la deuxième partie, on va s'attaquer aux différentes étapes attendues dans le premier acte d'une histoire. Et ainsi de suite, dans la deuxième partie, on va parler des étapes attendues du deuxième acte. Puis dans la quatrième partie, des étapes attendues du troisième acte. J'espère que ça va te plaire, donc on commence tout de suite. Exemple d'écriture, Sherlock dans l'espace. Le commandant Holmes m'a un jour confié qu'il me préférait sans mise à jour. C'était, selon ses termes, une garantie de constance logique. Je pris cela pour un compliment, car je suis le Dr John Watson, modèle RX-7C, dernière génération d'androïde médical doté d'un module empathique expérimental. Une fonctionnalité qu'Holmes juge curieusement inefficace, mais attendrissant. Nous étions en mission de surveillance à bord du Valiant, un croiseur scientifique affecté au secteur K42. Depuis 3 jours, l'équipage dormait d'un sommeil cryogénique. Holmes et moi étions les seuls réveillés. Par pure habitude insomniaque, et peut-être parce que le commandant refusait obstinément de faire confiance à l'intelligence de bord. À 4h02, heure standard terrestre, une alarme douce s'est déclenchée dans la serre biologique. Je m'y suis rendu seul, Holmes s'était occupé à déduire le profil psychologique du capitaine en analysant la forme de ses chaussettes. Et j'ai trouvé un cadavre. Un cadavre qui respirait encore, et qui m'a dit « Tu n'aurais pas dû venir, Watson !» Cet extrait vaut ce qu'il vaut. Je l'ai écrit un peu comme ça à la volée à partir des idées que j'avais quand j'ai eu cette idée de Sherlock Holmes dans l'espace et je t'invite vraiment à faire pareil parce que je suis sûre qu'à partir d'un prémisse similaire, on peut avoir des idées totalement différentes. Et donc cet extrait, je l'ai pensé pour remplir 2 fonctions. D'abord, il installe le ton, donc on voit que j'ai ajouté un petit peu plus d'ironie que ce qu'on peut trouver d'habitude dans les romans de Conan Doyle. Ensuite, il présente le duo, une version revisitée mais reconnaissable de Holmes et Watson. Et surtout, il introduit le mystère. Dès les premières pages, et même dès les premiers paragraphes, on a un énorme paradoxe, un cadavre qui parle, et forcément, on a envie de savoir un petit peu plus ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Comme j'ai voulu rester fidèle au style des enquêtes à la Sherlock Holmes, j'ai présenté volontairement un mystère qui était totalement inexplicable, parce que c'est souvent ça dans les enquêtes de Sherlock Holmes, ce qui fait qu'on a envie de lire la suite, c'est que a priori, on n'a pas d'explication rationnelle pour ce qui s'est passé, et on attend justement que Sherlock soit capable de nous dire comment lui il comprend, et en fait c'est ça qui fait un petit peu le plaisir dans une histoire d'enquête à la Sherlock Holmes. Maintenant que vous avez une idée de ce à quoi ça peut ressembler quand on choisit une voie narrative et qu'on installe des tensions dès le début du récit, on va pouvoir entrer dans le cœur de cette vidéo et on va parler d'abord de l'acte 1 et de ce qui est attendu dedans, sachant que voilà, votre acte 1, il sert avant tout à lancer l'histoire. Acte 1, lancer l'histoire. Dans les étapes clés de l'acte 1, on retrouve l'image d'ouverture, l'élément déclencheur et une phase de négociation ou de lutte de refus d'entrer dans la quête. Premièrement, l'image d'ouverture. L'image d'ouverture, c'est ta première impression. Celle qui ancre ton lecteur dans le récit, visuellement, sensoriellement, émotionnellement. Elle est hyper importante parce que c'est ça qui détermine si oui ou non ton lecteur aura envie de continuer à lire ou pas, et ce, dès les premières lignes de l'histoire. Dans notre exemple de tout à l'heure, on a notre décor, Holmes qui se concentre sur des détails insignifiants mais qui auront peut-être une importance plus tard, Watson qui découvre un premier indice et donc le début du mystère avec ce cadavre qui parle. Cette ouverture, elle donne un cadre, un humour froid,
un duo déséquilibré, un huis clos spatial, et surtout, elle permet de préparer le désordre qui va arriver en présentant le début du mystère. On peut trouver des exemples d'images d'ouverture puissantes un peu partout dans la culture populaire. Je fais souvent référence à Star Wars, Un Nouvel Espoir, mais parce que en fait, il fait un peu tout bien sur ce côté-là. Et typiquement, l'image d'ouverture, c'est ce minuscule vaisseau poursuivi par un croiseur impérial. Il n'y a pas un mot qui est dit, mais on a tout de suite cette idée très frappante de cette lutte entre la rébellion qui est toute petite et la puissance écrasante des forces impériales. Un petit conseil pour ton image d'ouverture, il faut pas tout dire, il faut plutôt essayer de planter un décor puissant qui intrigue suffisamment pour que le lecteur ait envie d'en savoir davantage sur ton univers. Ensuite, on a l'élément déclencheur. Et là, Watson découvre un cadavre, et en plus, il parle. Par-dessus ça, il a l'air de connaître Watson, et plus tard dans l'histoire, on découvrira qu'il n'est répertorié nulle part. L'élément déclencheur, c'est la fracture. C'est quelque chose qui vient briser la routine du personnage, qui rend l'ancien monde caduque, et c'est le moment où l'histoire commence vraiment. Dans le Hobbit, c'est l'arrivée de Gandalf à Hobbitbourg. Dans Coraline, c'est la découverte de la petite porte dans le mur. Dans Six of Crows, c'est l'annonce du casse impossible. Dans l'exemple que je vous ai présenté, c'est un petit peu différent parce que c'est une enquête à la Sherlock Holmes, donc on n'a pas tout ce passage de la construction du héros en tant que tel, puisque Sherlock Holmes est déjà bien installé en tant que héros, on sait qu'il est là pour résoudre des enquêtes. Donc il n'y a pas besoin d'un grand choc psychologique pour le forcer à rentrer dans l'enquête. Par contre, il faut quand même que l'élément de mystère soit suffisamment intéressant et intriguant pour donner envie de continuer de lire. En gros, le mystère doit être impossible à ignorer. Ici, le cadavre parlant, c'est pas un mystère, c'est un paradoxe, c'est un vrai bug dans la réalité. Et enfin, pour terminer l'acte 3, on a le débat ou le refus de la quête. C'est une étape qu'on oublie souvent, mais c'est vraiment un passage important parce que ça permet de montrer que le héros a le choix et qu'il choisit de s'engager. Et en fait, c'est quelque chose qu'on aime bien voir en tant que spectateur ou que lecteur. C'est ce moment où en fait le héros, il n'est pas juste obligé de faire ce qu'il fait, il prend la décision d'entrer dans l'action, d'entrer dans l'histoire et de devenir un véritable protagoniste. Dans Harry Potter par exemple, on a Harry qui doute de la réalité de ce que lui dit Hagrid. Et c'est la force de la narration qui fait que, bon, il y a un géant qui vient de débarquer chez lui, il reçoit des lettres envoyées par des hiboux depuis quelques mois, qui fait qu'il finit par accepter cette réalité. Mais au départ, bien qu'il ait envie de quitter les Dursley, il a du mal à accepter cette réalité. Dans Game of Thrones, on a toute une période de débat intérieur pour Jon Snow qui hésite entre ses devoirs envers sa famille et ses devoirs envers la garde de nuit. Et ça dure plus longtemps que l'acte 1 d'ailleurs. Dans un roman, cette étape est l'occasion d'explorer les peurs et les croyances d'un personnage. Dans une enquête, comme celle qu'on est en train d'essayer d'écrire avec Holmes et Watson dans l'espace, elle peut se traduire par des conflits d'autorité ou de méthode. Un petit conseil, ne néglige pas cette étape parce que c'est vraiment une occasion en or de poser à la fois la thématique de ton roman. Ici, par exemple, on va pouvoir se poser la question du conflit d'autorité, du devoir d'obéissance, jusqu'à quel point ça vaut la peine de chercher la vérité à tout prix. Mais même si ton personnage accepte rapidement d'entrer dans la narration, ça peut être une superbe occasion de parler des vrais sujets qui t'intéressent dans le fait d'écrire un roman. Donc si on récapitule les 3 étapes de l'acte 1, l'image d'ouverture, l'élément déclencheur et le refus de la quête permettent de poser les bases de ton monde, les différentes règles de magie s'il y en a, de lancer l'action et de montrer que le personnage a quelque chose à perdre. Et ça, c'est vraiment important pour créer de la tension et du conflit. Essaie d'arriver à la fin de cette étape dans tes 4 à 6 premiers chapitres selon la longueur que t'as prévue pour ton roman. Et surtout, continue de donner envie d'aller plus loin dans ton histoire. Maintenant, on va passer à l'acte 2. Je vous préviens, ça va être un peu plus long, mais restez avec moi parce que c'est vraiment la partie la plus importante. Acte 2, le cœur du récit. Alors, je te préviens, cet acte-là, c'est vraiment le plus difficile. C'est ce qu'on pourrait appeler le terrain miné des auteurs, le ventre mou, le moment où on a l'impression que ça n'avance pas. Et pourtant, c'est souvent ce que les lecteurs préfèrent. Pourquoi ? Parce que c'est là que tu vas vraiment faire vivre ton monde et que tu vas répondre aux promesses que tu as faites dans les débuts de l'histoire. Imagine les Hunger Games s'il n'y avait pas les jeux et qu'on passait directement à la résolution. Imagine Eragon s'il n'y avait pas de moment où on voyage à d'autres dragons pour aller sauver le monde, ou Harry Potter s'il n'y avait pas de moment où Harry apprend des sorts et se fait des amis à Poudlard. C'est sans doute la partie la plus longue et la plus difficile à écrire, parce que c'est là que l'intrigue avance le moins, mais c'est aussi là qu'on a tout ce qu'on appelle en anglais les fun and games, donc le plaisir et les jeux, qui vont répondre aux attentes de ton lecteur. Donc il faut vraiment pas faire l'impasse sur cette partie, et même si elle est plus difficile à écrire que les autres, même si t'as pas forcément toutes les idées au début, il faut se lancer, et c'est pour ça que je te découpe tout ça en plusieurs étapes. La première étape de l'acte 2, ça va être, après que le personnage ait un petit peu négocié avec lui-même sur si oui ou non il veut rentrer dans l'histoire ou pas, ça va être justement l'entrée dans un nouveau monde. Et c'est pas au sens littéral. Quand on raconte une histoire qui est pas forcément de la fantaisie, on n'entre pas littéralement dans un nouveau monde,
monde, mais si on prend par exemple, je sais pas moi, 50 nuances de Grey, il n'y a pas de magie, mais au moment où elle entre dans la relation avec Christian, eh bien à ce moment-là, elle entre dans une forme de nouveau monde. Donc c'est pas forcément littéral, mais en tout cas il se passe quelque chose de nouveau, et le personnage intègre une nouvelle situation qui fait que l'histoire est propulsée vers l'avant. Donc pour notre Sherlock Holmes dans l'espace, ce que j'avais imaginé, c'était qu'il commence à enquêter avec l'IA dont le capitaine se méfie et qui commence à découvrir qu'en fait le personnage, le cadavre parlant, est en fait un passager clandestin, et donc il va falloir commencer à enquêter sur comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, pourquoi, comment ça se fait qu'il connaît déjà Watson. Donc cette phase, c'est vraiment l'entrée dans un territoire inconnu. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quand Frodon quitte la comté. Dans La Passe Miroir, c'est quand Ophélie prend le zeppelin pour aller sur la Citatielle. Et dans Les Misérables, pour un exemple un peu plus classique, c'est quand Jean Valjean rompt ses chaînes et devient un fugitif. C'est aussi souvent le moment où les règles changent et où le personnage principal ne comprend pas toujours tout ce qui lui arrive. Donc un petit conseil, c'est de donner au lecteur la sensation qu'il avance en même temps que le personnage et qu'il découvre les différentes étapes du récit et les nouvelles règles en place en même temps que le personnage. Ça va aider à créer de la connexion entre ton lecteur et ton personnage principal. Pour une deuxième étape de l'acte 2, c'est souvent difficile à définir parce que ça va dépendre énormément du genre du roman, du style que vous avez choisi et de comment vous voulez mener l'intrigue, mais d'une manière générale, on peut le résumer sous le terme de les alliés et les ennemis, c'est-à-dire que en fait, ça va être une période, un moment dans l'histoire où vous allez soit développer des amitiés, soit vous rendre compte qu'il y a des ennemis cachés, ou comprendre un petit peu plus en quoi consistent les pouvoirs de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Donc pour notre histoire, j'avais imaginé que par exemple l'IA du vaisseau qui coopère au début, en fait elle a l'air de cacher des choses. Puis j'avais imaginé que Watson en tant que cyborg pouvait se lier d'amitié avec un robot de maintenance qui au début était grognon et pas très coopératif, mais qui finalement s'avère être un allié de poids. Et enfin peut-être un équipage qui commence à se réveiller de stase alors que c'était pas prévu, qui pourrait créer des péripéties en fait intéressantes dans l'histoire. Cette phase permet d'introduire des personnages secondaires attachants ou menaçants et de poser les prémices de relations qui seront utiles pour les péripéties. Et c'est un petit peu ce qui va donner tout le sel à votre histoire. Imaginez Harry Potter sans Harry et Hermione ou Hunger Games sans Péta, bah on perd en fait beaucoup de la force narrative. Faut se rappeler qu'on est des êtres sociaux, qu'on aime les amitiés et qu'on a aussi parfois des gens qui causent du mal dans nos vies, et que donc c'est ça qui crée de la connexion entre le lecteur et votre personnage, même s'il est dans un monde complètement imaginaire. Donc un autre exemple classique dans Pride and Prejudice, par exemple, ça va être le moment où on se rend compte que Darcy, en fait, il est peut-être pas si méchant que ce qu'on croyait, et que les véritables ennemis, ça va être Wickham et Lady Catherine. Et donc on peut imaginer beaucoup de reconfigurations comme ça de relations. En général, c'est ce qui fait qu'on apprécie une histoire, c'est quand on avait mal jugé quelqu'un et qu'on se rend compte qu'en fait c'était une bonne personne, ou l'inverse, et qu'on se sent trahi par un personnage. Et c'est aussi ici que vont naître la plupart des intrigues secondaires, donc tout ce qui va être de l'ordre de la romance, si vous écrivez pas de la romance, parce que là dans ces cas-là c'est votre intrigue principale, les amitiés, et donc comme je disais, les tensions et les trahisons. Tout ce qui va finalement nourrir l'acte 3 et le préparer, c'est aussi là que vous allez pouvoir commencer à poser des fausses pistes quand il s'agit d'une enquête, ou encore ce qu'on appelle le foreshadowing, c'est-à-dire préparer des éléments qui vont nous permettre plus tard de comprendre la résolution de l'enquête. Le meilleur exemple de ça, c'est la carte de Choco Grenouille. Alors elle apparaît au tout début de l'acte 2, quand Harry est dans le train et qu'il lit le nom de Nicolas Flamel, et finalement, au tout début de l'acte 3, on découvre que c'était un indice intéressant, et c'est là un peu tout le génie de l'écriture de J.K. Rowling qui va nous mettre tellement d'informations saugrenues que finalement on sait plus où donner de la tête et qu'on sait pas ce qui est pertinent, et c'est hyper satisfaisant pour le lecteur de se dire « Oh là là, mais oui, je me souviens, j'avais lu ça au tout début de l'histoire », et en fait c'est ça qui nous permet de résoudre l'enquête à la fin. Ensuite, on passe au midpoint, donc c'est le moment de la révélation centrale. Dans notre histoire, j'avais imaginé que Watson pourrait découvrir que le cadavre est en fait une version future de lui-même, qu'il a contribué à créer l'IA qui aujourd'hui a pris la possession du vaisseau, et qu'il est au cœur d'une espèce de boucle temporelle. Donc c'est un moment pivot où l'histoire ne peut plus revenir en arrière. Dans Fils des brumes de Brandon Sanderson, si vous l'avez pas lu, promis, j'essaye de pas spoiler, mais en gros c'est la révélation qu'on va avoir sur le Seigneur Maître et sa nature. Ça peut prendre la forme d'un choix moral, d'une découverte ou d'un plot twist fracassant. Vraiment quelque chose qui change la perception complète qu'on a de l'histoire depuis le début. Je pense que je ferai une vidéo complète sur les plot twists d'ailleurs, parce que c'est un gros sujet et c'est difficile à bien exécuter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et enfin, notre acte 2 se termine sur une forme d'escalade. On va monter progressivement vers le climax de l'histoire, donc il faut qu'il se passe quelque chose qui va
augmenter les enjeux narratifs. Alors dans notre histoire, j'avais imaginé que par exemple Holmes pourrait être contaminé et qu'il commence à parler comme l'IA et à saboter le vaisseau, et que Watson se retrouve face à une sorte de dilemme entre sauver l'équipage, sauver Holmes, sauver le vaisseau ou se sauver lui-même vu qu'il est au cœur de cette boucle temporelle. Et on voit que dans ma version, j'ai rendu Watson un petit peu plus le héros principal et Holmes une forme d'antagoniste, parce que je trouvais ça intéressant et que ça change un petit peu et que ça me permet de jouer avec les codes de ce type de narration pour pas réécrire exactement ce qui existait déjà avant. Donc comme je le disais, c'est la montée vers le climax, c'est l'espèce de point de non-retour. En général, ça va être le moment dans la technique Save the Cat qu'on va appeler the bad guy closing, donc le moment où le méchant se rapproche, fait un mouvement qui va modifier un petit peu le statu quo dans lequel étaient les personnages, et ça peut prendre différentes formes. Dans Dune, on peut voir que c'est le moment où Paul commence à devenir ce que les prophéties voient en lui. Dans la plupart des nouvelles de The Witcher, ça va être le moment où Geralt comprend que tuer le monstre, c'est pas toujours le bon choix, ou que le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Et c'est un moment où le personnage doit se débattre avec ses limites, ce qu'on appelle ses croyances limitantes, c'est-à-dire il doit avoir quelque chose qui l'empêche en fait d'obtenir ce qu'il veut, une espèce de défaut de manière de penser le monde qui l'empêche d'accepter sa nouvelle réalité. Et c'est un moment en fait où il faut le rendre un peu vulnérable. C'est un peu difficile, c'est le moment où on va le faire souffrir, où on va le mettre dans une situation très inconfortable. Il peut subir des blessures ou voir des amis mourir, parce que c'est ça qui va le faire grandir et progresser pour résoudre soit l'enquête, soit dans le cas de la fantasy, c'est souvent sauver le monde complètement. Et donc maintenant on peut passer à l'acte 3, le moment où tous les éléments de conflit se résolvent. Acte 3, la résolution. L'acte 3, c'est le moment où tout se joue. C'est là où ton lecteur attend un retour sur investissement. Toutes les promesses que tu as semées au travers de l'acte 1 et de l'acte 2 doivent converger vers une résolution satisfaisante, percutante et surtout logique. Comme première étape de l'acte 3, on a ce qu'on appelle la crise ou le moment de bascule. Dans notre histoire, j'avais imaginé que Watson piège Holmes dans un compartiment sécurisé, qu'il tente une opération de nettoyage de l'IA via une réinitialisation émotionnelle, et à ce moment-là, il pourrait lui relire des mots issus de leur première enquête pour faire référence à des choses qui feront plaisir aux spectateurs et tenter de générer un regain de conscience chez Holmes, mais ça ne serait pas suffisant. Donc on est toujours sur cette idée d'un point de non-retour émotionnel avec un personnage principal qui est dos au mur, qui tente des choses qui ne fonctionnent pas et qui doit constamment se remettre en question pour trouver la solution à son problème. Il doit choisir et quoi qu'il arrive, il y aura un coup. Donc dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le moment où Frodon abandonne complètement et où Sam est obligé de le porter sur ses épaules sur la montagne du destin. Donc c'est pas forcément un gros twist, mais c'est un moment où ton héros doit renoncer à quelque chose d'important. L'amour, la sécurité, le plaisir, enfin peu importe, ça dépend vraiment de ton histoire. Et mon conseil, c'est de faire que le choix soit le plus difficile possible, sinon ton climax risque de sembler fade et de moins intéresser tes lecteurs. Et donc on en arrive au climax, le moment le plus important, c'est souvent l'idée qu'on a en tête au départ quand on veut écrire l'histoire, et on n'arrive pas toujours à y arriver parce que avant il faut écrire l'acte 1 et l'acte 2 et que ça peut être long et difficile. Donc dans notre histoire, j'avais imaginé que pour sauver le vaisseau, Watson a recours à un protocole interdit, il supprime son propre module empathique. Ce module, rendu instable par la boucle temporelle, est la source de la faille exploitée par l'IA. En supprimant cette partie de lui-même, il purge l'IA, mais renonce à ce qu'il rendait presque humain. What am I? Le climax, c'est le point culminant de la tension dramatique. C'est la confrontation directe avec l'obstacle majeur de l'histoire, l'antagoniste, le destin, la peur intérieure, la tentation. Dans Divergente, Triss tue pour la première fois. Dans Spiderwick, Jared affronte la vérité sur sa famille. Dans Game of Thrones, Arya choisit de rester elle-même plutôt que de devenir personne. Le climax doit montrer que ton héros a changé. Il affronte la vérité avec une nouvelle posture. Le climax, ce n'est pas il gagne, c'est il comprend. Même dans une défaite, il peut y avoir une victoire narrative. Et enfin, la dernière étape du troisième acte, c'est la résolution. Dans notre histoire, le vaisseau est sauvé, Holmes revient à lui, confus, l'équipage ne saura jamais rien de ce qui s'est passé. Watson, désormais froid et silencieux, reprend ses fonctions. Holmes le regarde et dit « J'aimais mieux l'ancien modèle », et Watson, pour la première fois, ne répond rien. Donc c'est pas une fin très joyeuse dans cette histoire, mais on pourrait imaginer que finalement Holmes trouve un moyen de rebooter Watson et de lui redonner son empathie. La résolution, c'est le retour au calme. Pas un happy ending obligatoire, mais une retombée du conflit qui montre ce qui a été gagné, perdu, ou les deux. Et souvent c'est plus intéressant quand c'est les deux.
Dans The Witcher, Geralt continue souvent à errer, mais le lecteur sait que quelque chose en lui s'est déplacé et c'est comme ça qu'il évolue au fil des nouvelles et des différents romans. C'est le moment où le lecteur respire et réalise que ce n'est plus le même monde, ni les mêmes personnages qu'au début. Et le constat de cette évolution des personnages est souvent ce qu'il y a de plus satisfaisant pour le lecteur. Un petit conseil pour cette phase, c'est bien de garder un petit écho du début de ton récit. C'est inspiré de la musique où par exemple la plupart des chansons commencent et se terminent sur la même note musicale. Ici par exemple dans notre histoire, il y a une référence à la première réplique de Holmes dans l'ouverture, ce qui permet d'avoir cette impression de boucle qui se termine, avec une évolution entre temps. Et c'est ça qui ferme la boucle émotionnelle de ton récit. En résumé, l'acte 3 c'est la dernière note de ta symphonie, et il a 3 objectifs. Premièrement, forcer ton personnage à agir malgré la peur et le prix. Deuxièmement, résoudre le conflit principal, mais pas forcément de manière triomphante. Troisièmement, montrer ce que cette aventure a changé, dans le monde, dans les personnages et dans le lecteur. Voilà, on est allé au bout de notre histoire. De l'idée simple de Sherlock dans l'espace, on en est arrivé à un récit complet avec de la tension, une voix narrative et un début d'outline avec la structure en 3 actes. Tu vois dans cet exercice qu'il ne faut pas partir avec une histoire toute faite. Il suffit d'un détail original, d'un conflit bien placé et d'un peu de structure pour dérouler tout un univers. À toi de jouer maintenant. Reprends une idée, même la plus bizarre ou la plus étrange, et essaye d'appliquer les conseils que je viens de te donner pour développer cette idée et voir si tu peux en faire quelque chose de cohérent, intéressant et qui donne envie de lire. Surtout, n'oublie pas que ton histoire n'a pas besoin d'être parfaite, elle a simplement besoin d'exister. Et tu l'affineras ensuite. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, me donner des idées en commentaire. Et vraiment, dans les commentaires, j'aimerais entendre les idées sur lesquelles tu planches en ce moment et comment tu as appliqué ces conseils pour ta propre idée. Pour la vidéo de la semaine prochaine, j'hésite encore à faire une vidéo plutôt type motivation, lifestyle, organisation, comme je l'ai fait il y a 2 semaines, ou continuer sur des aspects de storytelling, donc je veux bien ton avis dans les commentaires sur ce qui te serait le plus utile actuellement. Et d'ici là, comme toujours, abandonne-toi à ton imaginaire et écris bien.